Bonjour tout le monde, bienvenue donc à notre 4e séance du Festival du film documentaire. Je vous rappelle, c'est la 12e édition qui a été annoncée il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, on aura le plaisir de voir un film qui a été trouvé par Lucie. Donc je commence à vous présenter déjà les 2 personnes qui vont animer la séance. Donc je commence avec Lucie Palesi. Parce que il se trouve que c'est Lucie qui a trouvé le film qu'on va voir ce soir. C'est Lucie qui a trouvé aussi les sous-titres et fait la traduction. Donc bravo, merci beaucoup. Donc Lucie est doctorant en 3e année à Paris-Saclay. Et le sujet, c'est les personnes trans dans le sport de haut niveau. Et ensuite, on a aussi Félix Pavlenko, qui est doctorant en 2e année à l'Université d'Ottawa et qui travaille sur les conditions pratiques du sport pour les personnes trans. Voilà, je me présente, je suis David Ibsen, maître de conférence de l'Université de Strasbourg et je suis spécialiste des films documentaires nord-américains. Je rappelle que dans l'équipe, on a aussi Marianne Bock-Robin du CREMIC de Paris-Sorbonne, qui travaille sur les études filmiques pour les films hispaniques, et Marianne Kekvern-Houfon de l'Université Jules Verne, qui travaille aussi sur le cinéma, maître de conférence aussi, et quelques doctorants qui sont là comme Antoine, Carla, voilà, pour nous aider avec le festival. Voilà, donc je passe la parole à, je sais pas, Lucie, Félix, qui veut commencer. Ouais, alors du coup, on va juste vous donner un peu quelques éléments de contexte sur ce film, on pourra surtout en parler après, on va pas vous demander d'informations. Déjà, un truc important à savoir, c'est que ce film, il a déjà presque 20 ans maintenant, il date de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était le tout début de l'émergence de ces questions-là en fait, dans le sport de haut niveau. On pourra en reparler un peu sur l'historique de tout ça si vous voulez, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à avoir des personnes trans dans le sport de haut niveau, des femmes trans en particulier, et des institutions sportives internationales, le Comité international olympique, là pour le cas qui nous occupe dans ce film, la Fédération internationale de cyclisme, l'Union cycliste internationale, l'UCI. La Fédération internationale de l'athlétisme aussi, qui commence à édicter des règlements pour encadrer la présence des personnes trans dans le sport de haut niveau. Donc à la fois ce film il a 20 ans, il y a des choses qui ont vieilli, vous verrez notamment, je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec les questions trans et les questions LGBTI+, de manière générale, mais le vocabulaire un peu vieilli, les termes qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Mais en même temps, c'est aussi un film qui est, je trouve, hyper actuel sur ces questions-là. Et si vous suivez un peu l'actualité sportive, vous avez dû voir ces dernières semaines ou cet été avec les Jeux Olympiques, et pour la première fois des personnes trans qui participaient, beaucoup de débats et des débats houleux aussi sur ces questions-là. Et en fait, je trouve que ce film est hyper actuel dans les questions qu'il soulève et dans les discours qui sont portés. On retrouve en fait exactement les mêmes choses aujourd'hui. Et du coup, pour continuer un peu, pour présenter le contexte du documentaire en lui-même, donc comme tu disais, c'était de 2004, et en fait c'est un moment où aux États-Unis, dans les années 2000, commence à avoir un certain nombre de documentaires sur des personnes trans, et qui changent un peu avec les documentaires qu'on peut être fait dans les années 90 et avant, où là les personnes trans étaient vraiment exploitées ou pour montrer leur corps et trouver que c'était incroyable de transitionner de cette manière-là. Et là, on commence dans les années 2000 à avoir des documentaires sur des personnes trans où elles ont un peu plus de voix, ou en tout cas elles peuvent un peu plus raconter leur histoire, et c'est plus autour d'elles que autour des proches des personnes trans et comment ces personnes avaient vu. Du coup, c'est dans ce contexte-là. Et d'un côté, donc c'est hyper actuel par rapport au sujet des personnes trans, mais sur le côté du documentaire qu'il y a sur les personnes trans, ce que ça permet de voir, c'est qu'il y a des choses qui ont un peu évolué, et notamment actuellement, on commence à avoir des documentaires qui sont portés justement par des personnes trans qui font elles-mêmes les documentaires et qui du coup amènent un regard différent, ce qui n'est pas forcément le cas dans celui-là. Pour autant, il y a des choses qu'on peut en discuter après si vous voulez, qu'on peut voir dans ce documentaire et qu'on retrouve encore actuellement dans les représentations des sportifs et sportifs trans.
Bonne séance à tout le monde. Merci. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions, des réactions dans la salle sur lesquelles on pourra rebondir. Sinon, moi, je peux vous raconter ma thèse. Je suis jamais. Enfin, ça me passionne de mon cabinet. Oui, il y a. Moi j'aurais juste une question assez pratique pour savoir un petit peu en contexte actuellement, c'est quoi j'imagine qu'il y a des normes qui ont été mises en place pour la participation des femmes trans en compétition, et quelles sont-elles actuellement pour participer au JO ou ailleurs, je sais pas. Mais alors en fait ça a changé très récemment, mais donc disons que jusqu'à cet automne, le Comité international olympique imposait aux femmes trans de maintenir leur taux de testostérone en dessous de 10 nanomoles par litre de sang et d'avoir déclaré leur genre pour leur inscription et leur licence comme étant féminin, et elles ne pouvaient pas le changer pendant 4 ans. Et pour les hommes trans, donc ce qui n'est pas le cas là dans ce film, mais en fait, il y a aussi des réglementations, ou plutôt il n'y a pas vraiment de réglementation pour les hommes trans pour qu'ils puissent participer chez les hommes. Ils doivent juste demander, s'ils prennent de la testostérone, une autorisation à usage thérapeutique de testostérone, parce que c'est un produit dopant. Donc s'il y a un contrôle antidopage, il faut qu'ils puissent, comme pour plein d'autres produits que les gens pourraient prendre dans des cadres médicaux, prouver qu'il y a une raison médicale à cette prise de testostérone. Donc ça c'était jusqu'à cet automne par le Comité international olympique, ce qui faisait que toutes les disciplines olympiques en fait devaient a priori respecter ça. Il y avait 2 fédérations internationales qui avaient mis en place d'autres réglementations. La Fédération internationale d'athlétisme, qui elle impose un taux différent de testostérone, de 5 nanomoles par litre de sang maximum, donc un taux plus bas, donc c'est plus restrictif. Et la Fédération internationale de rugby, qui a décidé pour les compétitions internationales d'interdire tout simplement aux femmes trans de participer aux compétitions femmes, en disant qu'il y avait des questions de sécurité. Donc ça c'était jusqu'à cet automne, et en fait en octobre ou novembre, je ne sais plus, le CIO a produit un nouveau document et qui a un peu surpris tout le monde, puisque dedans ils ont décidé de supprimer leur réglementation générale. Donc en fait aujourd'hui il n'y a plus de réglementation de la part du CIO pour guider les fédérations, et ils ont fait en fait un document qui est une espèce de ligne de directive, de conseil auprès des fédérations, qui prennent beaucoup plus en compte que ne le faisaient tous les autres règlements, et que ne le font par exemple les règlements du rugby ou de l'athlétisme, les questions de droits humains, les questions de santé des personnes trans aussi, en disant en fait qu'est-ce que ça va faire à ces personnes-là de leur imposer de maintenir un taux de testostérone en dessous d'un seuil qui a été arbitrairement décidé, parce qu'il n'y a il n'existe pas de données scientifiques qui soutiendraient cette idée d'une limite à 10 nanomoles. Et donc voilà, ils ont fait un nouveau règlement qui est beaucoup plus axé droits humains, ce qui a un peu surpris tout le monde. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer en fait pour les prochains Jeux Olympiques par exemple, et si d'autres fédérations vont finalement décider de faire des règlements de leur côté ou pas. Donc c'est un peu la grande inconnue. Ouais, ça c'est pour les fédérations internationales et en gros le plus haut niveau du sport. Mais après pour les athlètes trans qui par exemple en France jouent dans certains sports, il y a des fédérations qui ont des règles, d'autres qui n'en ont pas. Dans des fédérations, c'est certaines règles avec un changement d'état civil, des taux d'hormones. Dans d'autres, il y a seulement un changement d'état civil, dans d'autres, il n'y en a pas. Et du coup, tout ça, c'est des choses que les athlètes trans doivent prendre en compte, dans le sens où c'est pas parce que, par exemple, une femme trans a obtenu une licence dans un sport qu'elle va l'obtenir dans un autre. Et ça ne veut pas dire que dans 5 ans, le règlement va pas changer non plus. Du coup, les athlètes trans doivent composer en fait avec ces règlements qui changent, et en plus, non seulement ils doivent composer avec ces règlements qui changent, mais il y a le temps de travail de faire les recherches pour trouver quels sont les règlements, pour aller contacter les fédérations pour demander si c'est possible ou pas. Donc ça, c'est quelque chose en plus en fait qui passe sur les athlètes trans. Oui, vous avez dit qu'en fait les discours avaient changé en 20 ans. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé vraiment, par exemple, dans le discours médical, dans tous les discours finalement qu'on entend dans le film, ce qui a évolué depuis lors? Parce que d'un point de vue médical, on a toujours le même discours, par exemple. C'est très, très court le discours médical qu'on a dans le film.
En fait, moi je dirais que les choses n'ont pas beaucoup changé. En fait, c'est ça qui est assez fou avec ce documentaire, c'est que je trouve qu'il est hyper actuel en fait sur les débats qu'on entend aujourd'hui, notamment beaucoup aux États-Unis, pas forcément beaucoup en France, mais notamment quand il y a eu Trump et qu'il y a eu plein de lois qui du coup restreignaient les droits des personnes trans. Ces droits-là, ils étaient notamment axés sur la question du sport, la question de l'accès aux vestiaires et aux toilettes genrées. Donc on a beaucoup parlé du sport aux États-Unis. Et en fait, je trouve que les discours n'ont pas beaucoup changé. Et oui, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça parle pas tant que ça de... En fait, c'est assez drôle, parce que ça en parle en sous-texte. En fait, quand elle parle tout le temps de ses adversaires mais en fait, Michel, elle est avantagée, elle est plus forte que nous, etc. En fait, c'est irrigué par un discours médical et toute une idéologie médicale sur comment on envisage les corps masculins, les corps féminins, les différences de performance entre hommes et femmes. Mais en fait, dans le documentaire, oui, à part l'endocrinologue dont on parle à un moment, et qui, assez étonnamment, moi la première fois que j'ai vu le documentaire, quand je vois cet endocrinologue arriver, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est la cata. Et en fait, donc, il dit, assez étonnamment, Michel, en fait, elle a tout à fait le droit d'aller participer, elle n'est pas plus avantagée que d'autres, et non seulement parce qu'elle prend un traitement hormonal, etc., ce qui est un peu le discours souvent qu'on a de dire, mais en fait, des femmes trans qui sont hormonées et qui font une transition complète, entre guillemets, elles sont devenues des vraies femmes, donc il y a un peu aussi par moment des espèces de hiérarchie entre personnes trans. Si on a vraiment fait sa transition complète, on est considéré comme appartenant correctement au sexe féminin. Si on l'a pas fait en entier, c'est plus compliqué. Mais en fait, elle va même plus loin, cette endocrinologue, en disant en réalité, c'est compliqué de dire qu'il y a une ligne de démarcation entre hommes et femmes. Ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend des gens, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il y a de manière dominante dans le discours médical. En fait, je dirais qu'il y a un peu deux types de discours médicaux sur les questions sportives. Les gens qui sont écoutés dans le milieu du sport, ou qui l'étaient en tout cas jusqu'à cet automne, c'était pas des spécialistes de la question trans, c'était des spécialistes du sport, des spécialistes des tests de féminité, dont ça parle un tout petit peu à la fin du documentaire, et donc qui sont vraiment irrigués par une idéologie hyper sexiste en fait de la vision du corps des femmes et de la participation des femmes au sport. Et donc là, il y a vraiment tout ce qui irrigue leur discours, c'est de dire les personnes trans, les femmes trans en particulier, elles sont avantagées si on les laisse participer chez les femmes. Et c'est en fait le discours qu'on retrouve de manière assez dominante dans la société. On ne sait pas pourquoi, parce que en fait, si on demande aux gens mais concrètement qu'est-ce qui est avantage, en fait c'est des choses qui ne reposent sur rien scientifiquement, mais c'est quand même ce qui irrigue un peu ces discours-là. Et en même temps, il y a un deuxième discours qui a pas mal émergé en fait ces derniers mois et qui est celui maintenant qui a l'air d'être un peu plus écouté au Comité international olympique. C'est de dire en fait la transition, oui, les personnes qui prennent des traitements hormonaux, qui font des modifications de leur corps, il y a des questions de santé qui se posent, et en fait, il faut les prendre comme telles. Qu'est-ce que ça va faire au corps d'une femme trans de lui dire il faut nécessairement ton taux de testostérone il soit en dessous de tel seuil, et peu importe en fait quel est ton corps. Ils ont décidé universellement qu'il fallait ça, mais en réalité, ça a des conséquences sur la santé des gens de leur imposer des taux hormonaux comme ça. Et notamment, moi j'ai fait des entretiens avec une autre cycliste canadienne, qui a essayé de participer, un peu dans les mêmes années que Michel, qui a essayé de participer aux Jeux Olympiques et qui n'a jamais pu se qualifier parce que chaque fois qu'elle a demandé des autorisations pour prendre certains produits, notamment de la testostérone, ça lui a été refusé, les dossiers prenaient hyper longtemps à être traités, etc. Donc elle n'a jamais pu participer, mais du coup, elle est devenue hyper investie sur l'activisme là-dessus. Et donc elle pointait vraiment ces questions de santé où elle disait en fait si moi je respectais le règlement du CIO de 2004, donc le règlement de 2004 c'était fallait avoir été opéré de ses organes génitaux, prendre un traitement hormonal et avoir fait son changement d'état civil. Donc elle avait fait tout ça. Mais en fait quand après elle a demandé à participer et qu'on lui a dit on va contrôler quand même vos taux d'hormones, etc., elle s'est rendue compte que son corps était en train de la lâcher, qu'en fait le fait que son corps ne produisait plus de testostérone et qu'elle n'était pas autorisée à en prendre, elle avait un équivalent en fait de ménopause qui était provoqué. Et donc elle, du coup, elle fait partie des gens, et il y a en fait pas mal de médecins spécialistes des questions trans au niveau international qui sont un peu en lien avec les associations de personnes trans, qui mettent en avant ça, de dire en fait, on s'en fiche de savoir si elles sont avantagées ou pas. C'est plutôt une question de santé. Est-ce qu'on met la santé de ces gens en danger ou pas? Et là, c'est un retournement en fait de l'argumentaire, de le mettre sur un autre plan. C'est pas une question de performance sportive ou quoi que ce soit, c'est juste une question de santé publique. Est-ce que ces gens ils sont dans les bonnes conditions pour vivre ou pas?
Donc voilà, il y a un peu ces deux discours, et donc un qui était plutôt extérieur au sport, mais qui a l'air finalement de commencer à être un peu écouté sous la poussée un peu de l'activisme, des décisions aussi au niveau de l'ONU sur qu'est-ce que c'est le genre des gens et comment est-ce que ça doit être reconnu, etc. Donc il y a toutes les questions d'autodétermination de genre qui commencent visiblement depuis quelques mois à être un peu plus entendues dans les fédérations. Oui, toujours cette question pour... en fait, quand je disais qu'il y avait des choses qui avaient changé et d'autres non, c'était plutôt sur le contexte du documentaire sur les personnes trans aux États-Unis, et du coup des représentations médiatiques des personnes trans, et du coup par exemple de cette série un peu documentaire qu'il y a eu dans les années 2000. Il y a un des réalisateurs de ces documentaires-là qui a fait un documentaire sur les hommes trans en 2006, et qui en fait, qui est Sam Feder, et en fait en 2020, il a fait un nouveau documentaire pour réfléchir en fait à la question des représentations médiatiques des personnes trans, et du coup de comment on traitait les personnes trans dans les médias. Du coup, c'était plus pour parler là-dessus. Après, il y a quand même des choses qui restent au-delà donc, de tous les discours qui sont assez actuels. En fait, on peut retrouver ce que disent comme disait Lucie, ce que disent certaines adversaires. En fait, on peut le retrouver mot pour mot aujourd'hui, en fait, réellement. Et aussi, il y a d'autres choses dans la manière dont les personnes trans sont représentées, qui sont toujours présentes. Du coup, par exemple, dans le documentaire, souvent, quand les deux athlètes trans qui sont présentés comme des premières. Donc à un moment, ça dit Michèle Dumaresque, c'est la première femme trans en équipe nationale, je crois que c'est dit au monde. Après, il y a Evan et Richard, c'est la première femme trans, je sais plus quoi, avec le tennis. Et du coup, ça, c'est un truc qui est hyper récurrent dans le traitement médiatique des personnes trans, c'est qu'en fait, et surtout les athlètes trans sont toujours présentés comme les premiers et premières de leur sport. Par exemple, moi j'ai analysé les représentations des sportifs et sportives dans la presse française depuis 1977. Donc j'ai un peu moins de 90 articles, et surtout il y a 26 athlètes trans qui font l'objet d'un traitement médiatique, et sur les 26, il y en a 19 qui sont présentés comme les premières et les premières. Bon. Mais du coup, surtout, ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression que le sujet est tout le temps nouveau, et du coup, c'est tout le temps d'actualité, et en fait, on peut se permettre d'en parler comme si, oh mon Dieu, c'était quelque chose dont on s'était jamais posé la question, en fait, et du coup, il y a un peu cette espèce de panique autour du sujet, mais quand on voit des documentaires comme cela, on voit que, en fait, bon, ça stagne, quoi. Du coup, dans les autres trucs qu'on peut mentionner qui sont similaires, c'est le fait d'en fait mettre en scène la transition pour la rendre intelligible en fait au public. Donc là, par exemple, il y a tout un extrait où Michèle Dumaresque raconte son enfance, que c'était compliqué, qu'il y a des périodes de grande souffrance. On voit des photos d'elle avant, on a son ancien prénom, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont constamment mises en place pour représenter les personnes trans et en fait essayer de faire comprendre au public que c'est possible de transitionner parce que les personnes ont une grande souffrance intérieure. Mais c'est rare que cette grande souffrance intérieure, comme elle est présentée, ça soit lié au fait à la transphobie dans la société. Si en fait, généralement, si les personnes ne sont pas bien, c'est aussi parce que le contexte social leur permet pas de vivre en fait comme elles souhaitent. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est rarement mis en lien dans les représentations médiatiques. On se dit que c'est ok de transitionner parce que sinon la personne allait se suicider, donc ok quand même, peut-être qu'on va laisser vivre. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez. Là, on a quand même le cas d'une personne qui grandit dans une famille extrêmement bienveillante. Donc c'est plus, après tel que je l'ai compris, c'était vraiment l'idée de ne pas se sentir garçon, quoi, mais il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, dans l'environnement proche, familial, elle semble avoir été complètement accompagnée. Là, par rapport à ce que vous disiez sur le mal-être, Alors en fait, pour le coup, c'est important de le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a la sphère sociale et familiale, certes, mais en fait, des sphères sociales, on en a tout le temps, comme on a dit. Donc du coup, c'est-à-dire que bon, jusqu'à 5-6 ans, ok, admettons, il y a la famille,
Et après, vous allez à la maternelle et vous voulez commencer à avoir des interactions avec les gens qui, du coup, vous voient bien que vous êtes différents. Et après, vous avez le primaire, etc. etc. Et en fait, régulièrement, les comportements sont connus de manière générale. Enfin, en fait, on évolue dans différents cercles sociaux et au sein de ces cercles sociaux, on retrouve régulièrement ces problématiques-là. Un exemple qui avait été cité, c'était un homme trans qui expliquait que, par exemple, il avait écrit un petit mot en fait à une amie dans sa classe, et le petit mot, en fait, il en parlait en se genrant en tant qu'homme, et donc du coup, son professeur qui avait trouvé le mot avait convoqué sa mère, et avec qui il s'entendait pourtant très bien, et qui le laissait être un tomboy, etc. Et sa mère est sortie outrée et lui a dit « Mais tu t'attendais à quoi ?» Parce que évidemment, tu t'attendais à quoi? Parce qu'on évolue dans plein de cercles, et ces cercles, ils constatent bien que voilà, il y a des variations, qu'on ne se comporte pas comme on s'est attendu. Et du coup, en fait, on peut très bien avoir une famille aimante et par ailleurs avoir des interactions sociales à l'école qui sont catastrophiques ou chez le médecin ou quoi que ce soit. Et pour revenir au sujet du sport, dans les entretiens que j'ai fait avec d'autres sportifs et sportifs trans, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est comme s'il fallait à un moment faire un choix entre le sport et la transition. Parce que, comme on le voit bien dans le documentaire, c'est pas un milieu qui est c'est très facile d'exister en termes de sportifs trans. Et du coup, en fait, peu importe avoir du soutien dans d'autres espaces, le fait d'avoir quand même un espace qui est important dans sa vie, surtout quand on est quelqu'un qui fait du sport et que du coup nos moyens de sociabilité, etc. sont construits autour de ça, et bien du coup le fait de se dire que dans un de ces espaces c'est pas possible d'être trans et que ça soit accepté, déjà ça crée une difficulté, un choix personnel à faire et qui peut amener en fait des personnes à retarder leur transition pendant longtemps parce qu'elles se disent en fait moi je veux continuer à faire du sport et c'est pas possible dans cet espace. Du coup soit les personnes arrêtent, soit elles retardent leur transition. Et tout ça c'est des choses qui en fait amènent à évidemment beaucoup de souffrance. Est-ce que je peux... Je voulais juste savoir, du coup le documentaire s'arrête au moment où Michèle Dumarest a le droit, dit qu'elle souhaiterait participer aux Jeux Olympiques. C'est quoi du coup la suite de carrière pour Michèle Dumarest? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ensuite? Alors, c'est pas hyper clair, déjà j'ai jamais vraiment compris quand est-ce qu'elle avait arrêté, mais je pense pas longtemps après. Parce que de ce que j'en ai compris, donc là on la voit, elle participe au championnat du monde et elle finit dernière parce qu'elle avait cassé son vélo, je sais plus, elle était tombée. Elle a donc reparticipé au championnat du monde et elle s'est classée 17ème et je crois que ça a été son meilleur résultat, je suis pas sûr qu'elle ait reparticipé après. Et en fait elle a jamais participé aux Jeux Olympiques non plus, donc je pense qu'en fait elle a dû arrêter 2 ans après peut-être de participer. Parce qu'en fait on nous donne pas son âge, on a dû revérifier, je sais plus quel âge elle a, en quelle année elle est née. Mais en réalité, elle dit quand même à un moment, c'était il y a 20 ans, donc quand elle parle de moi au début où j'ai compris que j'étais trans, etc. Donc en fait, je pense qu'elle a déjà une bonne trentaine dans le film là, donc en fait, en termes de carrière sportive, à 30 ans, on est plus près de la fin de sa carrière sportive que du début. Et en fait, aujourd'hui, Michèle elle habite au fin fond de la forêt au Canada. Elle est un peu injoignable, elle a internet par satellite, voilà, c'est un peu compliqué de prendre contact avec elle, mais du coup elle s'est vraiment complètement retirée de la vie publique, etc. Bon, après elle a l'air très sympathique, hein. Quand j'ai échangé avec elle, les 2-3 fois on a échangé, puis elle était ravie aussi, moi au départ j'avais contacté parce que je cherchais son documentaire désespérément, et donc elle m'avait donné le lien pour le visionner, mais elle s'est complètement retirée de la vie publique, elle n'a pas du tout continué après ça à militer sur les questions de sport ou quoi que ce soit. Je pense qu'en réalité, j'aimerais bien en fait avoir un entretien avec elle, je pense qu'elle en est restée quand même assez traumatisée aussi, et ça a aussi été un moyen pour elle de dire voilà, je vais aller vivre ma vie, moi j'aime la nature et faire du vélo, je vais aller vivre loin de tout ça plus tranquille, parce que bon, c'est quand même, voilà, tout le monde le prend un peu à la rigolade là, dans ce documentaire, en fait c'est super violent, et nous on n'en voit que des passages, mais en fait, une saison de vélo, ça veut dire que là, tous les week-ends, elle est avec ses nanas. Qui, du coup, à la fois la côtoie un peu au quotidien, Michèle, t'es sympa, et qui en même temps, à chaque fois que les médias viennent voir, sont là, c'est pas normal qu'elle soit là. C'est quand même, c'est pas l'idéal quoi, pour mener sa carrière sportive, de manière générale. Voilà. Il a duré combien de temps le tournage du film? Ah oui, l'enregistrement.
Combien de temps a duré le tournage du film? Mais je sais pas exactement, mais je pense, là, vu les compétitions qu'on voit, je pense que ça a dû durer à peu près 2 ans. 2 ans. Enfin, j'ai l'impression que les compétitions s'étalent sur à peu près 2 ans. Donc je pense que ça a dû être ça. En fait, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette opposition des autres athlètes féminines, c'est pas plutôt au contraire accentué? Parce que moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, justement, il y a vraiment déjà toute une partie des les féministes qui sont très 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 en train de se radicaliser, en tout cas en Espagne beaucoup, et une sorte de violence extrême. Et est-ce que finalement c'est pas encore plus violent maintenant qu'il y a 20 ans, cette opposition? Parce que finalement elles sont quand même assez sympas, oui, et après elles disent que non, mais... C'est sympa. non, par rapport à ce que j'ai pu lire, j'ai lu des choses, mais d'une violence, d'une haine terrible, terrible. Disons que là, c'est 2004. Quoi. Ouais. Dans tous les mots. Non, mais c'est vrai, elles sont canadiennes. Oui, non, mais alors du coup, cette question, elle n'est pas. C'est quelque chose, en fait, dans les différences culturelles que j'ai pu remarquer au Canada, c'est que même, en fait, c'est un truc quand on est français que quand on va un peu insulter quelqu'un, on va y aller, quoi. Et du coup, au Canada, dans les interactions, c'est toujours très cordial et plutôt sympathique, mais par contre, ce qui est dit derrière, ça l'est pas forcément. Par exemple, dans un autre documentaire que j'avais vu sur des étudiants du coup dans les années 70 à l'université de Montréal, avec des étudiants noirs et qui racontent le racisme qu'ils vivaient à l'université, qui ont protesté contre ça. En fait, il y a une déclaration du directeur de l'université ou du doyen de l'université plutôt qui leur en fait qui dit clairement qui soutient les professeurs blancs et du coup qui ne soutient pas tous les étudiants noirs et que le racisme qui dénonce n'existe pas. Mais alors par contre il le dit d'une manière où vraiment les 3 quarts de la phrase du début de son intervention, on a l'impression qu'il les soutient complètement les étudiants. Du coup il y a quand même ces différences culturelles qui peuvent exister. Et pour revenir sur l'intensification des discours féministes, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que le sport a pris une place prépondérante dans leur argumentaire, en fait, pour construire leur argumentaire. Par exemple, dans les années 70-80, il y a une militante anti-trans états-unienne, Janice Raymond, qui a sorti un livre pour étaler toute sa transphobie. Là, elle vient de ressortir un livre actuellement et il y a une énorme partie du livre qui prend en compte le sport. Et du coup, il y a une chercheuse, Constance Lefebvre, qui fait des recherches sur ces mouvements-là et qui explique que, en fait, ces axes ne sont pas arrivés par hasard et ça vient de stratégies qui ont été mises en place sur le terrain par des militantes anti-trans pour voir quels étaient les espaces en fait, qui faisaient beaucoup d'effets et qui en fait créaient une espèce de controverse, notamment médiatiquement. Et du coup, il y a les transitions chez les mineurs et le sport notamment. Du coup, c'est des stratégies qui sont mises en place. Est-ce que la violence, elle est plus forte en tout cas, elle est plus publique, si on peut dire ça comme ça. Mais la différence, c'est que, dans une certaine mesure, les athlètes trans peuvent, en quelque sorte, des fois, trouver des réseaux de soutien. C'est pas toujours le cas. Par exemple, là, ce qu'elle raconte être quand même très seule et que la seule athlète trans dont elle connaît, qui est Renée Richard, en fait, ne la soutient pas, en fait. Et du coup, peut-être, des fois, par les réseaux sociaux, par d'autres prises de parole, etc., de sportifs trans, il peut y avoir quelques réseaux qui se créent, même si de manière générale, les sportifs trans sont très isolés. Ouais, je pense aussi dans le documentaire, à un moment, ça l'évoque un tout petit peu là, quand elle lit les mails qu'elle reçoit, et où ça dit qu'elle est beaucoup discutée aussi sur les forums. En fait, on ne dit pas c'est écrit sur les forums, mais à mon avis, c'est un étalage de transphobie. Enfin, les médias aussi à l'époque ont publié des papiers atroces sur Michel et sur d'autres, parce que bon, il n'y a pas qu'elle non plus dans ces années-là qui a participé à des compétitions en tant que femme trans. Donc je pense aussi que ça euphémise, là ça nous montre beaucoup, mais parce que c'est le parti pris aussi du documentaire, de montrer vraiment dans son contexte de compétition ce qui se passe. Mais en réalité, je pense que de l'extérieur aussi, que ce soit les médias ou sur les débuts d'internet, ça ne devait pas être très joli. Après oui, je pense, donc tu as raison que les réseaux féministes, TERF et
même pas que turf en fait, c'est plutôt des réseaux féministes d'extrême droite, je pense qu'on peut le dire comme ça. D'ailleurs, les liens commencent à être documentés entre ces réseaux-là et l'extrême droite. Sont hyper organisés, et peut-être plus qu'avant, et se sont effectivement organisés sur certaines questions clivantes, et le sport en fait partie. Aussi parce que, oui, forcément, avec l'accès qui est, quand même si ça reste difficile, beaucoup plus facile aujourd'hui à une transition dans nos sociétés qu'il y a 20 ans, oui, il y a plus de personnes trans, qui essayent de faire du sport, et donc voilà, le sujet aussi émerge de manière un peu plus visible. Voilà, l'été dernier, il y a eu les premières personnes trans au jeu, forcément, ça en fait parler. Et par ailleurs, je pense aussi que par rapport à l'isolement de Michel, effectivement, aujourd'hui, les personnes trans qui font du sport et du sport de haut niveau sont beaucoup moins isolées, parce que des associations aussi se sont montées aux États-Unis autour de Chris Mosier, qui est un gars qui fait du duathlon et du triathlon, et un peu de marche aussi, et essayer de se qualifier au jeu sur les 50 km marche, et qui donc est en équipe des États-Unis en tant qu'homme trans, donc ce qui est bien aussi par rapport au cliché de les hommes trans ne sont pas un problème parce qu'ils ne pourront jamais participer, réussir à se qualifier, lui il est le contre-exemple parfait, il a réussi à se qualifier pour les championnats du monde dans l'équipe des États-Unis. Bref, et donc tout ça pour dire que lui par exemple il a monté une association et des réseaux aussi de solidarité, de production aussi de contenu à destination des associations sportives sur comment est-ce que vous pouvez faire pour accueillir correctement des personnes trans. On voit ça aussi en Angleterre, il y a une association Mermaids, je crois que ça s'appelle, qui est hyper investie sur plein de questions, et notamment sur la question du sport, et en particulier du sport pour les mineurs. Donc voilà, il y a aussi quand même dans le militantisme trans, en réaction aussi à cette violence transphobe et aux difficultés d'accès au sport, forcément il y a eu de l'organisation de la part des personnes concernées pour se soutenir entre elles, quoi. Donc voilà, il y a à la fois, je pense qu'on peut dire que ça se radicalise un peu des deux côtés, quoi. À la fois les discours anti-trans se radicalisent, et en même temps le militantisme trans et les solidarités trans, elles s'organisent beaucoup mieux, et elles sont beaucoup plus présentes qu'à l'époque de Michel par exemple. J'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que Michel était dans toutes ses réactions contre elle, c'était qu'elle était considérée un peu comme un monstre, et que j'ai l'impression que maintenant les personnes trans peuvent être considérées comme des dangers qui se répandraient, qui seraient une sorte de gangrène de la société, etc. J'ai l'impression que c'est un peu différent sur ce point. Enfin, je sais pas. En fait, je pense qu'un des clichés sur les personnes trans et sur les femmes trans en particulier, c'est un peu ça, c'est ces femmes trans qui seraient des agresseurs, quoi, comme les hommes, et notamment des agresseurs sexuels, d'où la focalisation sur la question des toilettes, qui en peut sur rien, si ce n'est des peurs infondées de les femmes trans iraient agresser sexuellement les gens dans les toilettes. Et en fait, je pense que c'est un peu une extrapolation de ça qu'on retrouve dans le sport, et notamment dans les sports collectifs. Genre, typiquement, je pense que pour le rugby, il y a beaucoup de ça, de dire qu'elles vont mettre en danger physiquement les autres femmes. Mais en fait, je pense que c'est un discours qui n'était peut-être pas aussi bien formalisé dans le sport il y a 20 ans, mais qui est en réalité un discours anti-trans qui existe depuis que les trans existent, quoi, j'ai envie de dire. En fait, on voit un petit peu ce côté-là, parce qu'on a discuté avant sur le fait que ça va plutôt dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une sorte de gens outrés parce que un homme, une femme devient un homme de ce côté-là. Peut-être, je ne sais pas, en gymnastique, peut-être une femme qui était peut-être plus souple au départ, donc devient un homme gymnaste, et que les hommes se mettent « Ah non, c'est pas juste ». Donc c'est vraiment ce côté-là, en fait, justement, parce que c'est un peu comme l'idée de loup dans la bergerie, de ce côté-là, en fait. Et je voulais aussi rebondir sur ça, c'est que dans ce film, on voit vraiment la dramaturgie, c'est-à-dire que les femmes, sont contre elles, sont vraiment méchantes. C'est-à-dire que elles disent ça, mais dans le récit de ce film, on n'a pas envie, on les voit vraiment comme les antagonistes, et Michel comme la héroïne, en fait, de ce film. Et quand je vois en fait avec, je ne sais pas, vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé avec Dave Chappelle, qui a fait une émission, une show sur Netflix qui s'appelle The Closer, qui était beaucoup critiquée parce que les gens ont dit que ça incitait la haine
transphobie en fait. Mais dans son spectacle, il racontait une amie qui était transgenre, qui a été harcelée par d'autres trans il a fini par se suicider. Donc en fait, on voit que dans ce qu'il raconte, c'est que les gens qui sont trans aussi peuvent être dans le rôle d'agresseur en fait. Enfin, parce que c'est toujours les victimes peuvent se devenir tout de suite parce qu'on est dans la peur et donc on dit oui ok, il faut qu'on attaque avant qu'on soit attaqué. Donc on voit que là en fait c'est très simple en fait. Donc, au niveau de enfin comme spectateur quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que quand même ça représente bien ce que vivent les athlètes trans en fait actuellement. Et puis en plus, notamment ça mentionne René Richards qui ne la soutient pas d'abord. Oui. C'est pas tant polarisé que ça, mais en fait ce qui se passe c'est que les personnes trans, il y a des personnes cis, donc les personnes ne sont pas trans, et en fait par le simple fait qu'elles ne sont pas trans, il y a plein de choses qu'elles ne vivent pas, et du coup qui se permettent d'imposer en fait de la violence aux personnes trans. Du coup c'est quand même le rapport qui existe dans la société actuellement. Et du coup ça représente ça, tout simplement. Et moi, un des trucs aussi intéressants que j'ai travaillé récemment dans ma thèse, c'est de dire en fait, les personnes trans, elles sont aussi jamais que des personnes trans. Donc en fait, il y a aussi de la diversité parmi ces personnes trans. Et donc typiquement, René Richards, mais en fait, il n'y a pas qu'elle. Vous avez sûrement entendu parler de Caitlyn Jenner, qui appartenait à les Kardashian avant de divorcer, donc qui était dans la télé-réalité des Kardashian, et qui porte exactement le même discours que René Richards, et qui relaie ces discours-là de les trans sont avantagés, ne devraient pas participer, etc. Voilà, donc il y a aussi des personnes trans et des femmes trans qui sont réac. Enfin, voilà, il y en a aussi, malheureusement. Les gens sont vivants, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est trans que miraculeusement on est devenu conscient de tout et voilà. Juste une question, je voudrais savoir votre opinion parce que il me semble aussi que la compétition amplifie un peu la violence contre les personnes trans. Déjà la compétition entre les personnes cis, c'est déjà très violent et donc quand on remarque dans les personnages, l'ami de Michel qui disait quand elle commençait à faire la compétition professionnelle, ça a mis en point la relation d'amitié. Je sais pas. Ouais, moi c'est la raison pour laquelle je travaille sur le haut niveau exclusivement, parce que je pense que c'est effectivement l'endroit où ça cristallise tout. Et effectivement, il y a plein de personnes, quand voilà, les discussions de comptoir sur les personnes trans et le sport, c'est non, mais tant que c'est les gens qui vont avec leur groupe d'amis le week-end faire du foot dans le parc, il n'y a pas de problème. Par contre, si on parle des Jeux Olympiques, là il y a un problème. Et qu'en fait, voilà, le sport de haut niveau, parce que les enjeux de compétition, parce que les enjeux aussi financiers que ça génère, à un moment c'est dit, Claire Bouchard qui est là, en fait moi mon billet ne sera pas payé pour aller participer en Europe, et ce qui est en plus du coup aggravé quand on parle de sport féminin, parce qu'il y a encore moins de moyens, donc en fait dès qu'on peut avoir un petit truc qui est financé, surtout là il y a 20 ans, la situation s'est peut-être un tout petit peu améliorée depuis, mais voilà, forcément ça crée des tensions supplémentaires parce que la compétition, qu'elle soit sportive ou en fait sur les financements, les moyens d'entraînement, etc., elle est accentuée par l'effet du haut niveau. Donc oui, c'est indéniable que le haut niveau, c'est l'endroit où ça cristallise tout, et moi je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il faut que ça change au niveau, à ce niveau-là, au haut niveau, aussi parce qu'il est médiatisé, pour que ça change ailleurs, que les mentalités changent réellement. C'est pas parce qu'on se dit qu'on accepte dans notre petit club du coin les gens, qu'en fait les gens ont vraiment conceptualisé que non, il n'y a aucun problème à faire participer des personnes trans dans n'importe quelle équipe, du moment que les gens se sentent bien dans cette équipe-là pour participer. Par contre, quand même, je pense qu'il faut faire attention à l'idée que si c'est pas le très haut niveau et la compétition, ça se passe bien pour les personnes trans. Parce qu'il y a énormément de transphobies qui sont vécues à ce niveau-là, et en fait, c'est même pas tant le haut niveau que en fait l'argument du haut niveau qui est utilisé même quand c'est pas du tout haut niveau.
Je m'expliquais, par exemple, j'avais discuté avec une femme trans qui faisait un sport collectif, en fait à un niveau assez faible en France. Mais à un moment, en fait, d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que les personnes trans qui font du sport, elles peuvent pratiquer dans leur club et personne autour d'elles et eux ne savent que ce sont des personnes trans. Donc ça, c'est un point qui est important à savoir. Du coup, elle a pratiqué longtemps de cette manière-là. Et au bout d'un moment, en fait, ce qu'elle raconte, c'est que ça pesait beaucoup sur elle. En fait, c'est fatigant de toujours avoir peur de si jamais ça se sait, etc. De devoir réfléchir à la manière de parler, de parler de soi, de se présenter, c'est quelque chose qui est fatigant. Et du coup, quand elle a changé de club, elle a décidé de finalement le dire. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'au bout d'un moment, ça commençait à sentir, on disait, ça commençait à déranger autour d'elle. C'est comme ça qu'elle l'a amené. Et en fait, l'argument du fait que leur club pourrait passer en catégorie supérieure, mais qui est vraiment le bas niveau en France, mais juste passer à catégorie supérieure, ça a été utilisé pour lui faire comprendre que quand même elle n'était pas trop bienvenue. Du coup, il n'y avait pas besoin d'aller à haut niveau pour voir tout ça. J'ai deux questions qui sont assez générales. Vous me pardonnerez peut-être ma naïveté. Donc clairement, je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de trans qui se déclarent, qui transitionnent jusqu'au bout et qui changent d'identité légalement. Je voulais savoir dans quelle proportion ça avait augmenté. J'aurais bien aimé que vous reveniez sur les liens entre les personnes trans et les réseaux féministes. Déjà, je peux prendre la première partie de la question. En fait, peut-être qu'il faut recontextualiser les conditions d'accès à la transition. Déjà, je vais juste faire en France. Par exemple, en 2016, pour avoir accès au changement d'état civil, donc de la mention sexe à l'état civil en France, il fallait engager des frais d'avocat, il fallait être stérilisé en fait, il fallait faire un très gros dossier pour expliquer pourquoi on transitionne depuis tant d'années avec des preuves médicales, etc. Du coup, dans ce contexte-là, il y avait quand même moins de personnes qui demandaient un changement d'état civil. Parce que déjà, il faut pouvoir le payer, il faut pouvoir construire ce dossier, il faut pouvoir accéder aussi aux moyens médicaux qui permettent d'accéder au changement d'état civil. Donc pour accéder aux moyens médicaux, c'est pas non plus une mince affaire, c'est-à-dire que ça implique aussi des frais qui peuvent être importants, dans la mesure où l'accès au remboursement des transitions en France est conditionné par une évaluation psychiatrique par exemple, une évaluation en fait d'un panel de médecins qui en fait vont discuter de la vie des personnes pour se dire est-ce qu'on les laisse transitionner. Du coup, ça c'est pas simple non plus. Et en fait, le militantisme trans, en fait, les personnes trans, pas que du côté militant d'ailleurs, ont en fait essayé de lutter pour en fait se battre contre ces mesures-là. Et du coup, certes, aujourd'hui, actuellement, on peut se dire voilà, il y a vachement plus de personnes qui transitionnent. Mais en fait, c'est pas possible financièrement, socialement, d'avoir accès à des médecins, d'avoir accès même pas forcément à des médecins, juste accès à des soutiens avec d'autres personnes trans, d'avoir un espace où les personnes trans peuvent aller et discuter, essayer de voir si c'est vraiment le chemin qu'elles veulent faire, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et en fait, s'il n'y a pas tout ça, c'est pas forcément possible de transitionner. Du coup, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait plus de personnes, on se connaît l'impression qu'il y a des personnes trans qui transitionnent. La question c'était plutôt en termes de chiffres. Est-ce que vous avez accès à des chiffres, des statistiques? Est-ce qu'il y a un peu des données? Non, et du coup, en fait, par exemple, la raison pourquoi il n'y a pas vraiment de données, ou en tout cas les chiffres, il y a des chiffres qui vont de. C'était quoi, aux États-Unis, ça va de 0, je sais pas combien de pourcent à 3-4%. Du coup, ça fait beaucoup à l'échelle de la population comme variable statistique. Mais aussi, en fait, c'est compliqué de le quantifier parce que déjà,
en fait, toutes les personnes trans ne font pas un parcours médical ou juridique, par exemple. Du coup, si on imagine qu'on calculait les personnes qui changeaient d'état civil, ça ne permettrait pas de calculer combien il existe de personnes trans. Pareil, si on fait le nombre de chirurgies ou les traitements hormonaux, etc. Du coup, ça, c'est des critères qui pourraient être qualifiés de « oh, ça, c'est des personnes trans, donc on va les calculer sur ce point de vue-là ». Parce qu'il y a une différence, il y a une diversité de parcours, il y a des choix qui sont faits à des moments de la vie et d'autres non, etc. Du coup, on ne peut pas vraiment quantifier la des personnes trans. Mais par contre, en fait, c'est pas tant important de savoir combien il y a de personnes trans, parce que en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de... Enfin, on ne peut pas dire genre, tiens, il y a beaucoup de personnes trans dans la société, donc il faut vraiment prendre en jeu, prendre en main ces questions et les traiter. En fait, le fait est qu'il y a des personnes trans qui vivent des discriminations, et ça, déjà, c'est assez important pour le prendre en compte. Du coup, pour la deuxième partie de la question sur les liens entre les féminismes et le militantisme trans, ça a toujours été compliqué. À la fois, il y a des espaces de rencontre et des militantismes communs, à la fois, il y a des espaces d'inimitié profonds, et depuis longtemps. En gros, parce qu'il y a quand même tout un pan du féminisme qui est resté très féministe, essentialiste, avec une forte naturalisation des corps, et être une femme, c'est être capable de porter un enfant, c'est la maternité, et ce genre de discours-là qui, du coup, sont incapables de penser des formes en fait, désessentialisées de corporalité et de genre. Et donc, en fait, depuis longtemps, il y a parce que tu disais sur Janice Raymond, qui est l'exemple parfait, auprès de qui tout le monde se réfère parmi les féministes anti-trans, qui portent un discours, ce qu'on disait tout à l'heure sur les femmes trans qui seraient une menace pour les autres femmes, qu'en fait c'est des hommes qui viennent essayer de détruire les espaces de non-mixité féminin, etc. Et à l'inverse, les hommes trans, c'est des femmes qui abandonnent la cause. Et qui ont décidé, on fait un choix de stratégie individuelle pour sortir de l'oppression. Donc ça, c'est tout un pan du féminisme, et en même temps, il y a aussi tout un pan du féminisme qui est très inclusif des questions trans et qui s'incarne aujourd'hui dans les formes de féminisme intersectionnel, les formes de féminisme LGBTI+, alors qui ne sont pas toujours parfaits sur ces questions-là, mais qui en tout cas ont une volonté de dire oui, les personnes trans sont des personnes discriminées, donc à ce titre, elles ont une place dans les luttes que nous aussi on mène. Sur des questions, en fait c'est des trucs bêtes, mais par exemple ça veut dire si on se bat pour la PMA, faut se battre aussi pour que les personnes trans aient accès à la PMA. Et en fait ça tout le monde l'a pas fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais génial, la PMA est ouverte aux femmes seules, ouais mais en fait quid des hommes trans, il y a plein d'hommes trans qui sont en capacité de porter des enfants et qui ont envie de porter des enfants avec des PMA. Quid des femmes trans qui veulent en fait conserver leur sperme pour éventuellement faire des inséminations artificielles plus tard. En fait aujourd'hui en France c'est pas possible. Donc voilà, ça veut dire en fait penser plein de questions qui a priori on se dirait c'est déconnecté des questions trans directement, ça porte sur effectivement des sujets plus larges, mais qui en fait incluent aussi ces personnes-là, il faut y penser quand on les traite. Donc voilà, il y a un peu les deux, je dirais, à la fois des milieux féministes anti-trans et à la fois des milieux féministes beaucoup plus au fait et qui ont envie de collaborer avec les personnes trans. Et je dirais, enfin moi en tout cas, mon expérience, c'est que j'ai un peu l'impression quand même que le féminisme TERF, le féminisme anti-trans, c'est un peu une minorité qui fait beaucoup de bruit aussi parce qu'elle a, je pense, des liens avec des espaces de pouvoir qui donnent une visibilité, mais qu'en fait la plupart des associations féministes que je connais en France sont plutôt un peu au fait des questions trans et en tout cas désireuses d'inclure ces personnes-là dans leur lutte. Enfin, je sais pas si tu as la même impression que moi, mais je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Je travaille sur ce sujet, je peux comprendre si vous voulez. Donc du coup, au niveau des liens entre féminisme et personnes trans, donc il y a les deux pôles en fait qui viennent d'être évoqués. Et après l'autre question qui se pose en fait, c'est que à peu près en fait dans le même milieu que dans le sport, les personnes trans, notamment les femmes, en fait ont le droit d'exister à partir du moment où en fait elles respectent la place qui leur est assignée. C'est exactement ce qu'on voit là avec Michèle Dumarès, c'est que son amie en fait elle dit j'ai commencé à avoir un problème avec ça à partir du moment où elle a eu le droit de participer. En fait c'est quelque chose qui du coup est par exemple documenté par Constance Lefebvre qui dans son article justement sur les barrières en fait à l'accès au militantisme féministe des femmes trans montre que les femmes trans, si elles acceptent d'être cantonnées quand elles sont connues en tant que personnes trans
dans une position de trans de service, mais pas femme trans, de trans de service, c'est-à-dire qu'elles acceptent de répondre à toutes les questions et de saisir toutes les luttes en fait en lien avec la transitude. Alors elles sont à la place qui est attendue, mais si jamais elles ont le malheur de vouloir défendre des éléments qui sont liés au fait d'être femmes, parce qu'elles sont des femmes en fait, là, la position est beaucoup plus complexe et très rapidement, en fait, on les renvoie à l'idée qu'elles ne subiraient pas tel élément, parce que, voilà, elles ne seraient pas des femmes véridiques, peu importe que par ailleurs, elles vivent complètement les expériences du sexisme, etc. Sur les hommes trans, la question est un petit peu plus compliquée, parce qu'en fait, c'est moins violent évidemment que pour les femmes trans, parce que pour les femmes trans, il y a vraiment la question de la transmisogynie qui rentre en compte. En fait, il y a une présence dans les milieux lesbiens parfois, et où du coup, en fait, il y a vraiment une assignation un peu permanente au lesbianisme, et qui fait que tant que ces hommes trans en fait transitionnent en restant dans des codes où on peut les assimiler à des milieux lesbiens, ils sont tolérés, mais dès lors qu'il commence à y avoir des problèmes interpersonnels avec d'autres personnes du milieu lesbien, ou qui commencent à démontrer en fait un peu trop de masculinité, donc avoir une transition physique trop prononcée ou des comportements qui sont considérés comme trop masculins, alors ils quittent en fait cette place qui est attendue d'eux, et donc soudainement c'est un problème. Et pour les hommes trans gays, c'est très compliqué parce qu'en fait, on parle assez peu d'eux dans les milieux féministes. Et donc, quand ils y sont, et tant mieux pour eux. Mais en gros, assez rapidement, on les réassigne soit à une place de femme hétérosexuelle, soit à une place un peu... Et en fait, on les pousse en dehors. Donc, du coup, les personnes trans peuvent être dans les milieux féministes, effectivement, à condition que la seule chose qui les intéresse, ça soit le fait de militer en tant que personne trans. Dès lors qu'il est question des combats féministes généraux, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour l'instant. Est-ce que vous connaissez le terme TERF? Malédicteur, tu emploies des malédicteurs. Oui, pouvez nous dire. Moi, je sais pas, c'est un terme anglais, je pense qu'on le prononce un peu comme on veut en français, c'est Transgenerary Radical Feminists. Donc c'est censé être du coup des féministes radicales qui excluent les trans. Et en fait, on pourrait beaucoup questionner en quoi est-ce qu'elles sont féministes radicales, si on revient à ce que c'est la définition du féminisme matérialiste radical, parce qu'en fait, elles n'ont rien de féministe radical. Mais bref, c'est en tout cas le terme qu'on utilise pour les désigner, qu'elles-mêmes considèrent souvent être dégradant et une insulte pour elles-mêmes. Donc c'est assez marrant aussi. C'est marrant. C'est intéressant de regarder comment est-ce que aussi ces féministes-là rejettent l'appellation TERF qu'on leur appose en disant en fait c'est une forme de violence que vous nous faites. Et comment est-ce qu'elles essayent de retourner l'argumentaire alors que c'est elles-mêmes qui sont autrices de violences à destination d'autres populations opprimées. Là, on a l'exemple du Canada où, je sais pas, après, je suis peut-être un peu naïf sur la vision que j'ai du monde et j'ai l'impression que le documentaire il donne une image d'un Canada assez progressiste finalement il y a 20 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est des questions qui ont émergé, en tout cas dans la société française, énormément dans l'opinion publique ces dernières années. Et du coup, je me dis déjà qu'il y a 20 ans, il y a une femme transgenre qui a pu participer de manière nationale et internationale en sport. Est-ce que c'était un peu une exception canadienne à l'époque? Parce que je pense aux pays voisins, les États-Unis, qui sont beaucoup plus axés sur la religion, donc ça peut un peu plus gêner. La France, qui a quand même un côté sur ces questions un peu plus conservateur, traditionnaliste, et qui a du mal à avancer sur ces questions-là. Est-ce que c'était l'exception canadienne ou est-ce que dans les autres pays à l'époque, il y avait aussi ce phénomène d'apparition de sportifs transgenres, d'émergence de personnes transgenres dans le milieu du sport? Alors en fait, je dirais à cette époque-là, on insistait tout à l'heure sur, pas forcément la première, le documentaire le dit, néanmoins les cas sont assez rares en fait dans ces années-là. Donc la première personne à être ouvertement trans dans du sport de haut niveau, c'est Rodney Richards, à partir de 77. Et en fait après, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a surtout quelques golfeuses. Je ne sais pas
pourquoi dans le golf, enfin, si, moi j'ai des hypothèses, parce que Ronnie Richards elle fait du tennis, ensuite c'est des golfeuses, je pense qu'il y a quand même un effet, c'est des femmes blanches de classe socialisée et de pays voilà, plutôt riches. Ronnie Richards elle est américaine, dans les golfeuses je crois qu'il y en a une qui est australienne, une autre qui est danoise. Donc voilà, je pense aussi des femmes qui ont eu les moyens d'aller accéder à ces sports-là et qui, je pense aussi, sont un peu partis de la fleur au fusil. Je pense que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément vécu beaucoup de violence ou qui en tout cas n'avaient pas conceptualisé comme ça au cours de leur vie et qui se sont dit c'est pas un problème que je sois trans, de toute façon je suis blanche, classe supérieure, voilà, j'appartiens à des milieux éduqués, etc. Ça passera crème. Et bon, non, c'est pas forcément aussi bien passé que ce à quoi ils s'attendaient. C'est ce que dit d'ailleurs aussi Renée quand elle a effectivement peut-être un peu des regrets sur sa transition, etc. Donc voilà, ça c'est dans les années 80-90, donc surtout des femmes trans. Dans les années 90 aussi, il y a un lanceur de poids allemand, et où en fait ça a aussi cristallisé à ce moment-là ces questions-là, parce que c'est un lanceur de poids qui était dans l'équipe féminine est-allemande. Donc pendant la grande période, vous en avez sûrement entendu parler, les nageuses qui étaient surdopées, et en fait l'ensemble de l'équipe est-allemande qui était dopée aux stéroïdes anabolisants, et qui donc, lui aussi il a été dopé aux stéroïdes anabolisants pendant sa carrière chez les femmes, et en fait il a fini par transitionner, sans que ce soit forcément lié. Enfin, il dit que sûrement ça a été un accélérateur, etc., le fait qu'il y ait eu ça, mais bon, c'est pas nécessairement la raison pour laquelle il a fait sa transition, mais voilà, je pense que c'est aussi un moment qui a cristallisé dans les représentations publiques le dopage et la question trans. Alors les personnes trans, elles ne sont pas dopées, elles ne font pas du sport et elles ne prennent pas des hormones pour réussir dans le sport. Enfin, pour dire un effet secondaire. Donc c'était quand même plutôt jusqu'au début des années 2000 des femmes trans, assez rarement des hommes trans. Je crois qu'il y a eu à la fin des années 90, début des années 2000, un Américain en patinage artistique, j'ai oublié le nom, qui avait participé, je pense, au championnat des États-Unis. Et donc à cette époque-là arrive aussi Kristen Worley. En fait, le moment où s'arrête le documentaire, je pense que c'est à peu près le moment où arrive Kristen Worley, qui est une cycliste canadienne, qui faisait elle du cyclisme sur piste, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui du coup a voulu participer aux Jeux Olympiques. Et où elle aussi, son cas était assez médiatisé, et voilà, un peu de la même manière que Michel. Et c'est un peu après ces gens-là que ça s'est accéléré. En fait, une fois qu'il y a eu le règlement du CIO en 2004, et une fois aussi qu'il y a eu, en fait, je pense que ça c'est un effet très américain aussi de la chose et de comment le système de détection des sportifs de haut niveau aux États-Unis est organisé, où ça passe par les universités et même en fait avant ça au lycée, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Les filières de haut niveau sont quand même assez déconnectées en France des parcours scolaires. Bref, ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a aussi beaucoup plus de médiatisation et une conscience publique de la possibilité d'aller faire du haut niveau des très jeunes et des jeunes qui vont rentrer dans des filières de haut niveau des collèges-lycées. Et en fait, aux États-Unis, il y a eu assez rapidement aussi des réglementations faites par les instances qui réglementent le sport universitaire, le sport au lycée, pour légiférer sur la participation des personnes trans. Et en fait, à peu près dans les mêmes années, je pense aussi au Canada, où il y a eu des formes de réglementation aussi, ou en tout cas des réflexions étatiques là-dessus. Ce qui fait que, en fait, la majorité des cas qui sont publicisés en ce moment, c'est pas des gens qui sont régionaux, c'est pas des gens qui sont dans les équipes nationales, c'est des gens beaucoup qui sont dans les équipes universitaires et qui participent aux championnats universitaires. Donc beaucoup aux États-Unis, un petit peu au Canada aussi. Donc là récemment ça a été Lia Thomas par exemple, en natation dont on a entendu parler. Mais voilà, du coup c'est pas forcément des gens qui sont encore au très haut niveau, mais beaucoup des gens qui sont dans la filière de haut niveau aux États-Unis et qui sont en fait déjà très jeunes, médiatisés. Et c'est pour ça aussi qu'on a un vivier qui a l'air important. En fait, c'est des gens qui, même en dehors de problèmes de transphobie ou autre, n'accéderaient peut-être pas au niveau une fois adultes, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont dans les filières au niveau, mais qui ne continueront pas plus tard. Mais qui du coup donnent aussi cet effet d'accélération. Voilà, on a beaucoup de jeunes dans les championnats de lycée, et en plus du coup avec l'effet Trump et toute cette stigmatisation autour des personnes trans, ça fait que voilà, depuis 2015 à peu près, il y a eu une focalisation. Dès qu'il y avait une personne trans qui participait à un championnat et qu'on savait, forcément les médias s'empressaient d'en parler. Donc voilà, je dirais, pour vous faire du coup, une temporalité un peu rapide, années 70, 80, 90,
C'est vraiment quelques cas isolés. S'il y a 10 personnes dont on a connaissance, c'est vraiment le bout du monde. Dans le haut niveau, je parle évidemment pas dans la pratique de manière générale. À partir du début des années 2000 et de Michel, on a quelques cas un peu plus, notamment aussi, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui retardent leur transition, on a aussi des hommes trans qui participaient à du haut niveau chez les femmes et qui arrêtent leur carrière prématurément, en disant je vais transitionner, je pense notamment en Allemagne, il y avait un sauteur à la perche qui comme ça, alors que tout le monde espérait qu'il allait faire une médaille aux prochains Jeux Olympiques, qui finalement a dit non, j'arrête ma carrière, ça devient trop important pour moi de faire ma transition. Et ça s'est accéléré vraiment depuis 2015 aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays aussi ces dernières années qui ont facilité les changements d'état civil, qui ont facilité les accès aux transitions médicales, ce qui fait que des choses qui étaient quasiment impossibles il y a 20 ou 30 ans deviennent possibles, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas de manière plus importante aujourd'hui, et qui donnent accès aussi à des transitions plus jeunes, parce qu'en fait c'est aussi ça qui est intéressant. Par exemple pour Michel, là on voit elle fait du haut niveau, elle a 30 ans. Et en fait, c'est aussi souvent le cas, les femmes trans transitionnent souvent beaucoup plus tard que les hommes trans. Pour plein de raisons, pour des raisons de transphobie qui font qu'elles souvent elles vont essayer d'intérioriser beaucoup plus longtemps, je dois être un garçon, et ça va être horrible de transitionner, donc je ne peux pas me permettre d'être une femme et qui vont le faire du coup plus tard. Des raisons aussi liées au fait qu'il y a longtemps, les gens n'avaient pas les informations, tout simplement. Nous aujourd'hui, des ados de 10 ans savent que ça existe, mais il y a 20 ans, les gens ne savaient pas que ça existait, qu'est-ce qu'il était possible de faire, comment on pouvait avoir accès à des traitements ou autres. Ce qui faisait que les transitions aussi étaient largement retardées. Et donc, si on fait sa transition à 35 ans, c'est compliqué de faire du sport de haut niveau. Donc, il y a aussi cet effet-là de les gens ont des possibilités pour transitionner plus jeunes, ce qui leur donne aussi la possibilité d'aller faire du haut niveau dans leur genre revendiqué à un moment où c'est possible en fait, d'avoir l'âge de faire une carrière sportive. C'est pas à 50 ans qu'on va se lancer, il y en a, mais c'est quand même des cas hyper rares. Donc, qui fait que ça s'est accéléré ces dernières années, et que ça va continuer à s'accélérer. Donc, à mon avis, surtout vu quand même l'évolution, même s'il y a un peu ce backlash de féminisme turf, de retour dans certains pays de gouvernement d'extrême droite, réactionnaire, etc. Quand même, globalement, ce qu'on observe à l'échelle internationale, c'est quand même une avancée vers l'autodétermination, vers la reconnaissance des droits humains de toutes les minorités, etc. Donc je pense que ça va aller en s'accélérant. On va avoir de plus en plus de personnes trans qui ont pu transitionner jeunes, qui ont pu transitionner parfois quand c'était des gens mineurs, qui donc vont rentrer en fait dans des filières de haut niveau dès le début où on peut avoir accès à ça, et qui du coup à terme vont être dans du sport de haut niveau et qui auront parfois même plus besoin de faire leur coming out, où on ne saura pas que ce sont des personnes trans. Ça c'est un truc dont on parle quand même pas beaucoup, mais en fait juste ces situations pour Michel, c'est juste une rupture de la vie privée des gens. En fait ça va à l'encontre quand même de certaines lois internationales sur la protection de la vie privée des gens. De quel droit en fait est-ce qu'on révèle que ces personnes-là sont trans? En fait, ça relève de leur vie privée. Et voilà. Donc je pense que c'est des choses effectivement qui vont aller quand même en s'améliorant. Et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que le CIO est revenu sur son règlement. C'est que je pense qu'en fait ils n'ont pas le choix. C'est un peu, je crois pas trop à ces trucs-là, mais c'est un peu le sens de l'histoire quand même en ce moment. En fait, c'est pas possible de rester sur ces positions-là alors que l'ensemble du reste de la société pousse pour dire c'est pas normal d'agir de cette manière-là. Et si on prend la question avec pas forcément le très très haut niveau, on peut arriver à des résultats un peu différents dans le sens où, par exemple, j'ai discuté avec des athlètes trans qui, en France, au même moment que Michel Dumaresque, faisaient du sport. Par contre, ces personnes-là n'ont pas été médiatisées. Il y a Karine Espinera, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les représentations médiatiques des personnes trans et qui a une phrase qui dit en gros le plus médiatisé sera le premier. Donc globalement, s'il y a un traitement médiatique, ça devient un cas qu'on met qu'on intègre dans l'histoire et qui peut entraîner différents règlements, etc. Donc déjà il y a ce point-là. Donc au même moment que Michel Dumaresque, il y a des personnes trans en France qui font du sport, qui ne font pas l'objet d'un traitement médiatique, mais en tout cas, elles existent et elles en font. L'autre point, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui a été médiatisé. Du coup, c'est certaines athlètes, donc je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit juste avant, mais par exemple, donc il y a une compétition de sport LGBT qui existe depuis les années 80 au niveau mondial. Et du coup, il y avait une édition donc, de ces Games en 1994 à New York. Et il y a des associations trans qui ont boycotté ce tournoi pour expliquer que les règlements étaient discriminants contre les athlètes trans. Donc c'est-à-dire qu'il y a
Il y avait en fait des personnes trans qui voulaient faire du sport à cette compétition et qui n'ont pas pu, et du coup qui ont boycotté la compétition, mais ça fait pas l'objet d'un immense traitement médiatique mondial, comme on a pu le voir avec Michel Dumas par exemple. Du coup, il y a tout ça. Juste un point aussi sur Renée Richard. En fait, quand même, elle a été adoptée. Du coup, c'est-à-dire qu'en fait, elle faisait du tennis. C'était un métier à côté, juste en tant que femme, elle faisait du tennis. Et un journaliste qui allait la voir et qui lui a dit en fait, je sais que c'est pas un mot pour moi, mais globalement, qu'il savait que c'était une femme trans. Et du coup, c'est à partir de là que ce journaliste l'a révélé dans la presse et que c'est devenu un problème médiatique, on va dire. Du coup, ça peut peut-être un peu nuancer cette affaire que ces femmes-là seraient allées en disant qu'il n'y aurait pas de problème et que tout se passerait bien en fonction de leur situation sociale, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'elle a essayé de faire dans un premier temps, vu qu'on a révélé publiquement son statut trans et que c'est pas venu d'elle-même. Elle voulait cacher en fait. En tout cas, c'est toujours un peu compliqué cette notion de cacher pour les personnes trans, parce que c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle vit en tant que femme, est-ce qu'elle cache quelque chose Donc elle voulait absolument pas que les gens sachent avant qu'elle était née un homme. En tout cas, en tant que femme, elle vivait sa vie comme une femme, quoi. Du coup, c'était pas forcément... en tout cas, c'est ce que je disais juste avant sur ce qu'on disait juste avant sur la responsabilité à la vie privée des personnes. En fait, en quoi le fait qu'une personne trans existe, le statut trans spécifiquement de la personne est quelque chose qui devrait être connu de tous. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas révéler sur nous-mêmes et qu'on a le droit de ne pas révéler sur nous-mêmes. Oui, non, mais je ne critique pas. Je pose des questions à savoir. Son point de vue, c'était elle ne voulait pas que les gens savent. Ce qui est compliqué, c'est que moi, je n'ai pas parlé avec Renée Richard, donc je ne peux pas en dire autant. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un journaliste qui a publiquement révélé que c'était une personne trans. Et le point, vu que la question était sur le Canada, je pense qu'on a un peu cette image du Canada qui serait inclusif, ouvert, ce serait plus facile d'être une personne trans, etc. Pour être en thèse au Canada et du coup côtoyer un peu de plus près le terrain, par exemple, il y a des avancées en termes de droits qu'on peut avoir en France sur la prise en charge des transitions qu'il n'y a pas forcément au Canada, donc il y a déjà des différences sur ce sujet-là, et c'est un peu une politique canadienne de se représenter comme un pays inclusif, peu importe comment ça se passe pour les personnes à l'intérieur. Et du coup, notamment, si on a parlé tout à l'heure des réseaux de féministes anti-trans, il y a des féministes anti-trans canadiennes qui sont venues l'année dernière en France pour parler avec des militantes françaises et leur parler en fait de ces questions-là du sport et que les femmes trans seraient en danger pour le sport et étaler toute leur transphobie. Et en fait, c'est des Canadiennes qui sont venues en France. Du coup, c'est une image qu'on a du Canada, mais qui ne représente pas tout à fait ce qui se passe. Mais en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un pays où ça se passe bien et l'autre où ça se passe pas bien. En fait, les personnes négocient différentes choses en fonction de leur contexte où elles sont, quoi. Et du coup, il y a différentes luttes qui sont menées sur différents points en fonction de comment le droit fonctionne dans un pays ou un autre, etc. Du coup, c'est pas tout à fait tout le temps les mêmes questions. Ouais, c'est plutôt sur changer l'impression, c'est que aussi on voit dans les années 2000 ces concurrentes qui sont pas en accord clairement, qui le disent clairement qu'elles sont pas d'accord, mais j'ai presque l'impression que si la même situation arrive aujourd'hui en France, la réaction serait 10 fois pire, quoi, que ce serait qu'elle serait même peut-être dans une impasse pour qu'elle pourrait pas concourir parce qu'elle serait tellement harcelée, attaquée de tous bords que c'est un peu l'impression que j'ai en me disant à la fois ce film il est une violence folle vis-à-vis de Michel qui en fait qui endure en fait en permanence les coups qu'elle reçoit, et d'un autre côté je sais pas si dans une société comme aujourd'hui elle aurait la possibilité au-delà de administrative de pouvoir concourir, quoi. Par exemple dans les personnes trans qui ont fait l'objet d'un traitement médiatique en France récemment, il y a eu une joueuse de rugby, donc Alexa Tsimikas, qui elle fait un sport collectif. Du coup, ça veut dire que déjà c'est possible
d'exister dans une équipe. Et du coup, donc, elle joue des matchs dans le championnat de rugby femmes niveau élite actuellement. Du coup, il n'y a pas de documentaire exactement comme celui-là qui a été fait, donc on ne peut pas avoir une comparaison immédiate. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles. Après, évidemment, si on va interroger des adversaires, des coéquipières ou des choses comme ça, peut-être on aura sûrement même ce genre de réaction. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que présentement, elle joue au rugby. Je pense que ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui dit tiens voilà, on va faire une sorte de lutte, je sais pas, un truc purement physique. Il y a quand même la technique, il y a beaucoup de travail. Et en fait, on voit qu'elle arrive, en fait, elle chute, elle n'arrive pas. Donc il y a une sorte de thèse comme il suffit qu'elle se pointe et qu'elle va balayer tout le monde. Donc ça, pour moi, ça met en exergue, en fait, c'est plus la perception que le fait de faire la transition qui est mise en cause, en fait. Et pas forcément la chose en elle-même. Donc, et puis j'ai aussi une autre réflexion par rapport déjà à le fait de faire le vélo, de VTT. Peut-être qu'il pourrait penser à faire des catégories, pas au niveau de genre, mais au niveau du poids. Parce que c'est l'avantage. Comme il y a d'autres sports où il y a des catégories par poids. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais après, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est quand elle discute avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jovi, la lesbienne là, qui lui pose des questions sur t'as un copain, une copine, machin. Et donc en fait, elle lui dit bah ouais, t'es juste en fait un gabarit de meuf qui fait du vélo de descente. Et en fait, quand on en voit certaines autres, elle n'est pas forcément elle détonne pas tant que ça en fait, même par rapport à son physique à côté des autres. Donc il y a vraiment le côté, c'est parce qu'elle est trans que, donc comme c'est une fille un peu costaud, là ça devient un problème. Mais en fait, si elle avait été cis, personne ne se serait dit, c'est pas normal que cette meuf elle soit là. Donc je pense qu'il y a quand même un effet de, dès qu'on apprend que la personne elle est trans, c'est un problème. Et en fait, Alexia, elle vit exactement le même truc là dans le rugby. Voilà, tout le monde est là, elle fait du rugby, donc un sport masculin, et puis oui, elle est dans la mêlée, elle est en première ligne, deuxième ligne, je crois, donc elle est un peu grande, costaud, et en fait, quand on discute avec elle, elle me dit, mais il y a plein de nanas que j'ai pas du tout envie qu'elle me plaque en face de moi dans le championnat français, parce qu'elles sont plus grandes et plus costauds que moi, et donc en fait, elle, ça devient un problème dans le regard des autres, simplement parce qu'elle est trans. En fait, si elle n'était pas trans, oui, elle a un gabarit qui est similaire aux autres joueuses de rugby. Donc il y a quand même vraiment un effet amplificateur de ça. Et d'ailleurs, cet effet amplificateur, il y a donc, une chercheuse états-unienne qui s'appelle Julia Serrano qui l'a globalement théorisé. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que quand on rencontre une personne et qu'on suppose que du coup c'est une personne qui n'est pas une personne trans, tous ces traits physiques sont naturalisés. On se dit que c'est comme ça, la personne existe de cette manière-là. Et en fait, cette même personne, ce qu'elle dit, c'est que si on découvre que c'est une personne trans, tout d'un coup, ce qui se passe dans le regard des gens, c'est de commencer à scruter en fait, tous les détails de son corps pour se dire ah, en fait, ça c'est plutôt masculin, en fait, ça c'est plutôt féminin, oh, est-ce que ça viendrait de chirurgie, oh, en fait, est-ce que ça viendrait de quelque chose qui est complètement naturel et en fait, c'est son ancien genre qui apparaît, etc. Et du coup, ça, c'est un processus cognitif que donc elle appelle le dégenrement, comme il a été traduit en français, mais qui est en fait ce procédé de à partir du moment où on découvre qu'une personne est trans, voilà tout ce qui en découle de supposer en fait sur cette personne. Peut-être une dernière question. Non, c'était juste pour rebondir un petit peu. C'est vrai que moi, je suis assez optimiste, je me sens plus sur l'évolution de la place des personnes trans dans le sport et que ça y en aura toujours de plus en plus et qu'ils vont réussir à trouver leur place dans le sport de haut niveau notamment. Et d'ailleurs, Serena Williams, personne ne lui a jamais dit qu'il ne fallait pas qu'elle concourt en tennis alors qu'elle pourrait avoir un gabarit considéré comme, par exemple, comme Michel par exemple, ou peu importe quoi. C'est un spectre. Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être de dire que les personnes trans ne prennent pas des hormones par exemple pour se doper ou autre.
surtout au stade où on est où elles veulent juste concourir, tout à fait. Mais dans une évolution positive de leur inclusion dans le sport, sachant que c'est des personnes qui sont compétitrices, comme toute personne qui fait du sport de haut niveau, est-ce que la question plus tard se posera de poser des normes, comment ou pas, en fonction des règles contre le dopage, des choses comme ça. Et la question risque de se poser plus tard, est-ce que c'est comment vous voyez l'évolution dans le sport des questions d'identité, sachant que si on laisse des règles très, très libres d'autodétermination, qui sont tout à fait qui collent très bien avec les droits humains, mais quand on évolue dans un système où il y a des catégories qui sont figées comme hommes-femmes, la fluidité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé à des fins davantage en compétition plus tard, à un moment donné, comme on peut voir des changements, je ne peux pas concourir pour tel pays dans un sport co, du coup je vais être payé pour aller dans un autre pays. Enfin, au final, plus quelque chose se démocratise, plus ça peut prendre une place dans le sport. Peut-être que c'est des questions qui vont se poser plus tard, je ne sais pas. Je vais essayer de répondre sur les règlements, mais juste un détail avant. Serena Williams, en tant que femme noire, il y a des stéréotypes qui pèsent sur elle, et notamment le fait que les femmes noires sont tout le temps représentées comme plus fortes et plus physiques que les femmes blanches. Et du coup, à ce titre-là, dans les représentations médiatiques, notamment autour de Caster Semenya, c'est des choses qui reviennent. Notamment, par exemple, pour les fois où, je sais pas, par exemple, elle a contesté des décisions arbitrales, tout de suite, ça a fait une série d'articles qui sont sortis de débats autour d'elle, et notamment parce que c'est une femme noire et que du coup il y a cette représentation d'un corps qui serait plus fort physiquement. Du coup, pour le coup, elle n'est pas accusée de ne pas être une femme à ce titre-là, mais par contre, en lien avec le racisme, ça ouais. Mais du coup, c'était pas du tout pour contester, c'était juste pour rajouter au contexte que, et notamment en fait pour les femmes trans noires, et du coup on le voit avec deux jeunes coureuses états-uniennes, c'est des choses qui rentrent en compte en fait. Parce que en fait, elles vivent un mélange de la transphobie, du sexisme et du racisme qui du coup rentrent en compte dans la manière dont elles sont traitées. Alors, il y aurait plein de choses à dire, je pense, pour répondre. Je vais essayer de. Non, mais c'est pour plutôt donner des pistes, parce que bon, des réponses, j'en ai pas vraiment. On fait des recherches, on pose beaucoup de questions, on ne répond pas à grand-chose. Bon, déjà, en fait, il faut savoir que. Alors, là, on peut peut-être parler des tests de féminité, parce que la question que tu poses sur est-ce que des gens, du coup, pourraient profiter des largesses du système pour avoir de la fluidité ou autre, c'est exactement les arguments qui ont été portés pour justifier la mise en place des tests de féminité dans les années 60. En réalité, dès les années 30, on en parle, mais l'institutionnalisation de ça est dans les années 60, où du coup, le monde sportif s'est dit qu'il faut quand même contrôler que c'est bien des femmes qui participent chez les femmes. Évidemment, ils se sont jamais dit qu'on contrôle que c'est bien des hommes qui participent chez les hommes. Et bref, donc, tout au long du 2e, 20e siècle, il y a eu des séries de tests, des tests au départ gynécologiques et de performance. Alors les femmes devaient souffler dans des appareils, etc. Il fallait vérifier que les performances qu'elles allaient produire étaient bien féminines et donc en dessous de certaines normes, et que leurs organes génitaux correspondaient. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que, vous doutez bien, ça a fait scandale. Bon, pendant 1 ou 2 ans, ils ont fait ça, puis ensuite ils se sont dit, bon, on va quand même s'appuyer sur la science. Donc ils se sont mis à faire des tests chromosomiques en utilisant un test qui était déjà abandonné en biologie parce qu'en fait, il posait pas mal de problèmes de techniques de réalisation, et qu'il y avait beaucoup, pour le Covid aujourd'hui, beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, et le test était aussi très sensible à qui le faisait, donc pour pas que ce soit un homme, il y a de fortes chances qu'il contamine l'échantillon. Mais bref, ils ont quand même utilisé ce test pendant les années 60 au début des années 90. Ils se sont dit, bon, ok, ce test il est un peu nul, effectivement, ça fait 50 ans que les biologistes ne l'utilisent plus. Alors on va faire un autre test gynécologique. Donc le premier, c'était on vérifie qu'il y a bien un 2e chromosome X. Après là, ils se sont dit, on va vérifier qu'il y a bien un 2e chromosome Y.
Bon, ça aussi, ça marchait pas. Le test était aussi en fait très sensible au moment des prélèvements. Et ils ont fini par l'abandonner, par passer, alors du coup, un peu un vide pendant une dizaine d'années. Et en fait, à partir de Caster Semenya dont tu as commencé à parler, on a eu le retour de tests cette fois ciblés. Donc on a eu l'abandon des tests systématiques, parce qu'avant, en fait, les athlètes femmes obtenaient un certificat de féminité qui était valable à vie et qu'elles devaient présenter aux compétitions auxquelles elles participaient. Et qui ont donc exclu, en fait, de fait, toutes les femmes qui ne pouvaient pas respecter les critères des tests. Donc quand c'était XX ou XY, donc au niveau du sexe chromosomique, en fait, il existe d'autres formules chromosomiques. On peut être X0, on peut être XY insensible aux androgènes et donc avoir un phénotype féminin, on peut être XXY. En bref, donc ça exclut tout un ensemble de personnes intersexes qui ne correspondaient pas à ça. Et donc là, ces dernières années, il y a eu un retour cette fois de tests ciblés, mais toujours avec cette idée-là de, en fait, il faudrait qu'on contrôle s'il n'y a pas des hommes, ou en tout cas c'est l'argument qui est avancé, on contrôle qu'il n'y ait pas des hommes qui se fassent passer pour femmes dans la catégorie femmes, ce qui n'est donc jamais arrivé dans l'histoire du sport moderne. Et depuis 10-15 ans, c'est le taux de testostérone qui sert à déterminer, alors pas dans tous les sports du coup, puisque le CIO a abandonné ses règlements, mais notamment là où ça se cristallise le plus, c'est en athlétisme, et en particulier sur les épreuves du 800 mètres, c'est beaucoup des femmes d'Afrique subsaharienne qui montent sur les podiums de ces épreuves-là et qui du coup sont la cible de nombreuses suspicions, donc le cas emblématique étant Caster Semenya qui à l'heure actuelle ne peut plus participer aux compétitions internationales alors que c'est la meilleure athlète de 800 mètres probablement de l'histoire qu'on ait jamais eue, mais bref. Voilà, donc voilà, pour dire qu'en fait, je pense de toute façon il n'y a aucun avantage dans le système social actuel pour un homme à aller concourir chez les femmes dans du sport de haut niveau. Il n'y a aucun avantage déjà pour un homme à se faire passer pour une femme parce que ça veut dire aller vivre les violences en tant que femme. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se dit que c'est un bon plan. Et en fait dans le sport je pense qu'il y a d'autant moins un avantage à faire ça qu'on ne va pas aller s'enrichir en allant pratiquer du sport féminin. La plupart des athlètes qui font du sport féminin elles payent elles-mêmes quasiment leur pratique, donc en plus il n'y a même pas d'avantage pécunier à en retirer. Donc je pense que c'est une inquiétude, on en est loin quoi. Cette inquiétude-là de se dire des gens iraient faire ça, on en est loin. Et par ailleurs, moi le contre-argument que je donne souvent quand on me dit mais qu'est-ce qui va se passer si en fait on a des catégories fondées sur l'autodétermination? Et puis en fait, figurez-vous que ça existe déjà, le roller derby, c'est un sport qui a gardé les deux catégories, hommes et femmes, mais qui est fondé sur l'autodétermination. Donc les gens, quand ils s'inscrivent, on leur demande de rien, si ce n'est vous nous dites, vous faites participer chez les hommes ou chez les femmes, et ça se passe vachement bien. Mais dans ce cas-là, aussi, pourquoi on ne partirait pas du principe aussi de faire du sport juste sans catégorie? Ça existe. Alors, un sport où il n'y a pas de catégorie et en même temps il y a des catégories, c'est le Quidditch, la version humaine du Quidditch, où en fait c'est un sport mixte, mais où sur le terrain il faut avoir, je crois que c'est maximum 4 personnes du même genre. Le même truc que dans Harry Potter, que les gens ne peuvent pas vous les mettre, mais je crois qu'ils ont emballé en scope. Ça c'est l'ironie de l'histoire, mais du coup il y a un sport mixte. Et en fait j'y pense aussi, pour avoir quand même pas mal regardé les jeux, notamment les Jeux paralympiques, on a eu 2 éditions qui se sont quand même enchaînées. En fait il y a des sports qui sont mixtes aux Jeux paralympiques et des sports collectifs qui sont mixtes. Donc le rugby fauteuil c'est mixte. Le hockey sur luge, c'est mixte aussi. Il y a tennis aussi. Il y a double mixte. Oh, mais c'est pas ouais, mais ça c'est des formes de mixité un peu détournées. Quand c'est ces trucs-là où c'est on joue en double, il ne pourrait pas y avoir par exemple une équipe d'hommes qui joue contre une équipe de femmes. Ah, oui, oui. L'équitation, l'équitation c'est mixte, ouais. En paralympique ou aussi en olympique? L'équitation en olympique et en paralympique c'est mixte. Et une épreuve qui était mixte jusqu'au milieu des années 90, c'était le tir sportif. Et en fait, au jeu de 96, je crois, il y a une Chinoise qui a remporté l'épreuve. Et donc, après ces jeux-là, ils ont décidé de démixer l'épreuve. Voilà. Et donc, elle n'a jamais pu redéfendre son titre, parce qu'en plus, je crois que du coup, il n'y avait pas assez de femmes qui pratiquaient dans le monde. Donc, l'épreuve féminine a disparu des Jeux Olympiques. En fait, c'est plus que du coup, ils n'ont pas seulement démixé, ils ont en fait changé un peu les distances et le nombre de tirs qu'ils faisaient, ce qui faisait que c'est pas possible de comparer les résultats. Parce que c'est pas le même nombre de tirs et pas la même distance entre les femmes et les hommes. Donc, il faut un moyen de démixer et en plus de créer presque deux sports différents. Les catégories.
Parce que les catégories, c'est... En fait, c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, oui, dans l'absolu, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de catégories. Parce qu'on ne vit pas dans un monde idéal, et on vit dans un monde où les femmes elles n'ont pas les mêmes chances d'accéder au sport que les hommes. Voilà, et pour ne parler que de la question de genre, parce que là on pourrait aussi parler, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, des questions géographiques, des questions raciales. Enfin bref, on voit bien qui c'est qui gagne chaque année des médailles. C'est pas une répartition au hasard égalitaire, statistique. Et donc je pense qu'en fait ça serait compliqué, oui, dans l'idéal, moi j'aimerais bien qu'on fasse tous du sport mixte et que la compétition n'ait pas besoin de catégories. Le fait est que si on fait ça, en réalité, il n'y aura plus aucune femme, quasiment plus aucune, qui fera du haut niveau, à part des exceptions. Donc en fait, dans l'état actuel, c'est compliqué de dire on fait disparaître la catégorie femme. Par contre, on peut dire que on fonde les catégories sur l'autodétermination et qu'on ne va pas aller enquiquiner les femmes trans qui participent chez les femmes, alors qu'en fait, il n'y en a aucune qui a gagné une médaille aux Jeux Olympiques encore, donc arrêtons de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et laissons juste les gens s'épanouir dans... Et quand les meufs, elles gagnent une médaille, il faut qu'on... Et en fait, voilà, il faut la célébrer. Si elle gagne une médaille, c'est vachement bien. Comme toutes les autres, elle est aussi méritante. Voilà, Michel, elle est aussi méritante que les autres. Quand je sais plus laquelle, la Claire Bouchard, je crois, et là, je m'étais battue si fort. Moi, je considère que je suis première. Oui, moi aussi, je me suis battue vachement fort quand j'étais en sport études handball. Je considère que moi aussi, j'ai gagné les Jeux Olympiques à la dernière épreuve avec l'équipe de France de hand. Non, en fait, c'est le principe de la compétition. Voilà, d'accord, on n'est pas d'accord, mais de fait, ça fonctionne comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce passionnant débat. Merci.